Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des réseaux résiduels. Dans la dernière vidéo, on a vu l'architecture GoogleNet avec son bloc Inception qui avait gagné le concours 2014 ILS VRC. La particularité du bloc Inception est qu'il effectuait 4 traitements en parallèle, notamment bien sûr des traitements de convolution, mais avec des noyaux différents, ce qui permettait la compréhension, la lecture d'images plus complexes. L'architecture qui a gagné en 2015 est un peu plus simple, elle ressemble un peu plus à l'architecture VGG qu'on avait vu juste avant, mais elle a une petite particularité en plus qui fait que l'on peut mettre beaucoup plus de couches, on peut avoir des réseaux beaucoup plus profonds. Alors pourquoi vouloir faire des réseaux plus profonds? On a remarqué que plus le réseau était profond, plus les images étaient complexes et meilleurs les résultats sont. Sauf que on a vu aussi qu'il y avait des problèmes notamment avec le gradient. On a un algorithme d'apprentissage qui est très efficace, celui de la rétropropagation du gradient, mais on a vu que ce gradient peut soit exploser complètement, prendre des valeurs complètement délirantes, il augmente de façon exponentielle à un moment dans l'apprentissage, soit il disparaît complètement. On avait vu dans certains articles parler de vanishing gradient, disparition du gradient. Alors on a vu différentes méthodes pour essayer de limiter ce problème, et aujourd'hui on va en voir une nouvelle avec ces réseaux résiduels. Donc ce que je vais faire là, comme d'habitude, c'est qu'on va aller dans l'article qui est apparu après ce concours pour expliquer cette architecture et voir à quoi elle ressemble pour pouvoir la faire ensuite en TensorFlow. Donc voilà l'article, il suffit juste de taper ResNet PDF dans Google pour la voir, mais je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Alors, on va descendre sur la partie qui décrit le fameux bloc qui se répète, puisque comme pour tous les réseaux qu'on a vus jusqu'à maintenant, on a un bloc qui se répète sur la partie qui extrait les caractéristiques de l'image. On va avoir ce bloc qui se répète n fois, et on va toujours terminer, comme d'habitude, par des couches complètement connecté et une sortie softmax. Donc là, le bloc aujourd'hui qu'on va voir aujourd'hui ressemble à ça. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est beaucoup plus simple que le bloc Inception qu'on avait vu la dernière fois. La dernière fois, le bloc Inception ressemblait à ça, donc il était beaucoup plus complexe. On augmentait pas mal la complexité du réseau de neurones, de l'architecture. Là, il ressemble à ça. Et là, on a quelque chose de classique, ce sont juste des couches de convolution. Un peu de normalisation, une couche de rectification linéaire, et la particularité de ce réseau, et c'est ce qui fait qu'on l'appelle réseau résiduel, c'est que après avoir fait un traitement sur l'information en entrée des couches, on ajoute plus loin, on lui ajoute l'entrée. Donc on a f de x étant le traitement qui a été fait à l'information x, auquel on ajoute x. Et quand je dis on ajoute, c'est vraiment un plus. C'est pas comme sur notre réseau Inception de la dernière fois, où après le traitement des 4 couches, on faisait une concaténation. Donc on venait récupérer les différentes cartes de caractéristiques issues de ces différents traitements. Là, on a vraiment un plus. Donc ce lien sur le côté, cette fonction identité, ce qu'elle permet, c'est que en fait l'information ne soit jamais bloquée par les couches qui sont ici, qui vont apprendre et qui vont peut-être mettre un peu de temps à apprendre. L'information ne sera jamais bloquée dans le réseau de neurones parce qu'il y a ces connexions de sauts, ils les appellent comme ça dans pas mal d'articles. Des fois ils les appellent des highways, c'est-à-dire une sorte d'autoroute qui est là sur le côté et qui empêche que l'information soit bloquée. Alors si on va un peu plus bas, on va voir le réseau dans sa globalité. Voilà. Donc ici, vous voyez ce lien sur le côté, ces petits sauts. Ici, il y en a entre chaque bloc. Alors, il n'y a pas de grands sauts. On ne saute jamais plus de 2 ou 3 blocs. Un peu plus bas, il y a un tableau qui résume différentes architectures. En général, on saute 1 ou 2 blocs, pas plus, mais on le fait du début. Vous voyez, là, on est sur l'entrée du réseau. Et on fait ça jusqu'à la fin du réseau.
Donc comme vous le voyez, c'est un réseau qui est simple à mettre en œuvre. Il y a juste une petite chose à voir. Là, si je grossis un peu. Voilà, de temps en temps, il y a des liens en pointillés et on peut comprendre pourquoi il y a ces liens en pointillés. Ici, comme dans tous les réseaux précédents, on s'aperçoit que régulièrement, on divise la surface de la carte de caractéristiques par 4. Alors des fois, on le fait avec du max pool. Ici, c'est fait avec des couches de convolution et un stride de 2. Donc ça aussi, on l'a déjà vu dans des réseaux précédents. Donc quand on va faire notre plus ici, on va avoir un petit souci parce que la taille de la carte de caractéristiques en sortie de couche ici et en sortie de couche ici n'est pas la même, puisqu'il y a eu cette réduction ici. Alors on a deux façons de régler le problème. Dans l'article et dans pas mal de codes que j'ai pu trouver sur différents GitHub, c'est fait en utilisant une couche de convolution avec un stride de 2 bien sûr, mais un noyau de 1, donc qui est mis ici, alors qu'ici on transmet directement l'information, on peut faire le plus. Ici il faudra ajouter une petite couche de convolution avec des noyaux de 1. Il peut arriver aussi parfois, on va voir ça un peu plus bas dans le tableau qui décrit différentes architectures, qu'on change de nombre de cartes de caractéristiques à l'intérieur du bloc. Et là encore, pour faire notre plus, non seulement il faut que la géométrie de la carte de caractéristiques soit la même, mais il faut aussi que le nombre de cartes de caractéristiques soit le même. Si on a une différence de nombre de cartes de caractéristiques, on peut corriger ça toujours avec une couche de convolution qui a des noyaux 1-1 et en précisant donc le bon nombre de couches, le bon nombre de cartes de caractéristiques. Voilà, je vais descendre un peu plus bas et là on va voir le tableau avec différentes architectures plus ou moins profondes. Donc ici on voit 18 layers, 34, 50. On peut faire avec ces réseaux résiduels vraiment de très très grandes architectures. J'avais vu un article avec un réseau de neurones qui avait plus de 1000 couches. Donc vraiment on peut faire de très grandes architectures qui savent lire des images vraiment très complexes. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est coder celui-là, ce réseau de neurones. Pourquoi? Parce qu'il est un petit peu plus complexe à coder que celui-là. Puisque ici on change de noyau et on change de nombre, on change le nombre de cartes de caractéristiques à l'intérieur du bloc. Donc on va voir comment on fait ça en TensorFlow, mais c'est relativement simple. Ce que je vais faire aussi, c'est tester des variantes, puisque à chaque fois que une nouvelle architecture est publiée, on a différentes variantes qui sont proposées. Là, on va aller, voilà, on va tester. Je vais tester ces deux variantes. Donc là, c'est le réseau d'origine, et ça, ce sont deux variantes possibles. Après, on peut en imaginer bien sûr d'autres. Donc l'idée du bloc, c'est à chaque fois de mettre, vous l'avez compris, un traitement de convolution. Alors on met de la normalisation, une couche de rectification linéaire. On fait ça autant de fois qu'il y a de couches de convolution, en fait dans le bloc. Mais pour la dernière, on met la fonction de rectification linéaire après le plus. Donc ça c'est le bloc, on va dire, d'origine. Alors bien sûr, comme moi je vais prendre celui-là, le plus, la couche de rectification linéaire sera mis après le plus qui sera fait après les trois couches ici. Donc là, il y aura une couche de rectification linéaire à la sortie de cette couche, une couche de rectification à la sortie de cette couche, mais pas à la sortie de celle-là, ça se fera après le plus. La variante qui est ici, c'est exactement la même chose que ça, mais on supprime cette couche, on a juste enlevé ça. Et sur la variante du milieu, on voit que la couche de normalisation qui est ici a aussi été mise après l'addition. Donc voilà pour les deux petites variantes qui sont ici. Donc aujourd'hui, je vais faire en fait 6 fonctions. Les trois fonctions, trois fonctions pour le bloc d'origine et les deux variantes qui sont là, en faisant des réductions soit avec le max pool. Donc ici, quand je réduis mes cartes de caractéristiques,
je vais le faire avec MaxPool ou ou en réduisant la taille de ces cartes avec des couches de convolution et un stride de 2. Je vais le faire aussi avec du MaxPool parce que je vais l'appliquer à la base STL10 comme je l'avais fait pour l'architecture GoogleNet. Et on va voir que en fait pour ce problème STL10, il se trouve qu'avec du MaxPool ça marche un petit peu mieux, donc c'est pour ça que je vais le faire avec du MaxPool. Alors voilà le fichier common.py. Donc je vais reprendre les fonctions de la dernière fois. Donc déjà la fonction STL10 qui va lire mon dataset. Ma couche de convolution, la fonction qui permet la création des couches de convolution comme d'habitude. Donc là je précise la taille du noyau, le nombre de cartes de caractéristiques. Est-ce que je mets un stride différent de 1 ou non? Une couche de normalisation et la fonction d'activation. La même chose pour la fonction FC, Full Connected. Donc ça, c'est pour les fonctions complètement connectées. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Voilà le premier bloc donc, qui correspond à ceci. Donc déjà, je vais commencer par regarder s'il y a une réduction ou pas du bloc. Alors, je vais déjà donner les arguments. Donc là, c'est l'entrée, la taille des noyaux sur les traitements de convolution, le nombre de cartes de caractéristiques, et est-ce que je réduis ou pas. Donc ça, c'est ce que j'avais dit ici. Hop, je remonte. Là, des fois, je réduis la taille de la carte de caractéristiques, par exemple, entre ce bloc et ce bloc. Et des fois, non. Là, je ne réduis pas entre ce bloc et ce bloc. Donc ici, on pourra mettre reduce à false ou true. Et puis, donc, est-ce que je suis en mode entraînement ou pas, et éventuellement du dropout. Donc, mon reduce, j'ai dit que je commençais par faire une réduction avec une couche de convolution, un noyau de 1. Donc, il faut des noyaux 1-1 pour réduire, et un stride de 2. Donc, c'est comme ça que je vais faire le lien qui est ici en pointillé. Donc ça, c'est quand il y a un reduce. Si je ne réduis pas ici la carte de caractéristiques, il faut tout de même que je fasse une petite vérification, que je regarde si le nombre de cartes de caractéristiques est le même, parce que quand je vais faire mon plus, il faut impérativement que j'ai la même géométrie. Et comme j'ai pris ce tableau, on voit ici que dans ce bloc, à l'intérieur d'un bloc, à l'intérieur de ce bloc par exemple, j'ai bien un changement de nombre de cartes de caractéristiques. Ici, je passe de 64 à 256. Donc, il faut que je règle ce problème, sinon je vais avoir un problème avec mon plus, lorsque je vais faire mon plus. Donc, je le règle de la même manière, avec une couche de convolution, noyau 1-1, et je récupère le nombre de cartes de caractéristiques de la dernière couche. Hein, c'est ce que je fais ici. Donc, ici, ça serait par exemple 512 ou 256 ici. Le nombre de cartes de caractéristiques donc, est donné ici en paramètres, et c'est comme le noyau il est donné ici en paramètres, ce sont en fait des tableaux. Hein. Ici kernel ou nombre de cartes de caractéristiques, ici va être égal à 1, 3, 1, et ici 64, 64, 256. Je vais juste vous montrer ce que ça donne après, pour être un peu plus clair, je l'espère. Voilà, quand je vais faire appel au bloc, je vais lui donner la taille des noyaux, et je vais lui donner les nombres de cartes de caractéristiques ici. 1, 3, 1, 64, 64, 256. C'est ce qu'on a là. Donc je remonte dans ma fonction. Donc là, je me suis occupé du lien du saut. Donc du lien qui est sur le côté, le saut que l'on va faire ici. Maintenant, je peux faire le traitement qui est ici. Donc là, j'ai juste à faire une boucle. Alors, je ne fais pas la boucle sur tous les noyaux. Je m'arrête juste avant. Pourquoi je m'arrête juste avant? Parce qu'on a dit que sur le dernier traitement ici, la couche de rectification linéaire est après le plus. Donc, je fais toutes les couches sauf la dernière, qui va avoir un traitement un tout petit peu différent. Donc là, je fais ici tous les traitements de convolution en précisant la fonction de rectification linéaire. Ici, c'est la normalisation.
Et ce que je fais sur la dernière, eh bien, je ne mets pas justement de normalisation, couche de rectification linéaire, pardon. Je fais mon plus, ici, je fais le plus, et ensuite je mets ma couche de rectification linéaire qui est ici. Éventuellement un dropout, là j'en ai pas mis pour l'entraînement que j'ai fait, et je renvoie le résultat. Bien, donc cette fonction, je vais l'appeler bloc resnet 1. Donc le 1, c'est ce bloc ici. L'autre, celui-là, je vais l'appeler 2 et celui-là, je vais l'appeler 3. Et à chaque fois, il y a la version, donc avec une référence à la version ici. Il y a la version avec un M. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut réduire soit avec des couches de convolution d'un noyau de 1, soit avec du max pool. Donc là, c'est exactement la même fonction, mais version max pool. Donc ce que je commence à faire ici, c'est un max pool pour réduire aussi bien la couche ici que le lien qui est là. Donc là, c'est la couche à gauche et ça, c'est le lien à droite, le lien de saut. Éventuellement, je regarde si le nombre de cartes de caractéristiques, est différent pour faire une couche de convolution qui va me corriger tout ça. Donc ça, c'est comme en haut. Et ensuite, je fais mon traitement sur toutes les couches moins une. C'est exactement la même fonction que la fonction que j'ai fait avant, hein. Donc c'est vraiment la fonction max pool. Et ensuite, je ne vais pas revenir dessus. Toutes les fonctions qui sont après, c'est vraiment une petite adaptation de cette version qui est la version décrite dans le papier, dans l'article que l'on a lu. Donc ça fait en tout 6 fonctions à tester, 6 réseaux de neurones à tester. Et la construction du modèle est maintenant simple. J'ai juste à faire appel à mes différents blocs. Donc là, j'ai recopié tous les paramètres du tableau, hein. Tout ce qui est là, c'est ici. La seule petite adaptation que j'ai faite est au début du réseau de neurones. Ici, alors je l'ai mis d'ailleurs en commentaire. Si on regarde le réseau de neurones, il y a une réduction de l'image qui est faite par une couche de convolution avec un stride de 2 et un noyau assez grand, 7,7. Mais en fait, les images dans ce concours étaient très grandes, beaucoup plus grandes que les images qu'on a dans le dataset STL. Donc, pour pas trop réduire la taille des images, moi je n'ai pas mis un stride de 2. J'ai laissé un stride de 1. Ici, vous pourrez décommenter si vous avez des images plus grandes. Et j'ai mis un noyau un peu plus petit parce que les images sont aussi plus petites. Donc j'ai pas mis un noyau 7,7 mais j'ai mis un noyau 5,5. Donc voilà pour la petite différence en début, au début du réseau. Sinon à la fin, j'ai laissé ce qu'il y a ici. Donc ici on a un average pool et on a 1000 types d'objets différents. Moi ici j'en ai beaucoup moins, mais je finis de la même manière avec un average pool. Et ensuite une sortie en softmax. Voilà, donc c'est pas très compliqué à mettre en œuvre, hein. Ces réseaux sont pas compliqués à mettre en œuvre. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment enchaîner comme ça beaucoup de couches. Et donc on peut lire vraiment des images très complexes. Donc la seule petite chose à savoir est que pour corriger la géométrie et le nombre de cartes de caractéristiques, en général on le fait avec des couches de convolution, avec le bon stride et des noyaux 1-1. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a compris ça, on peut faire des réseaux vraiment très grands. Donc là j'ai fait tourner l'apprentissage sur 400 cycles avec les 6 fonctions qu'on a vues, les 6 fonctions qui ont été écrites. Et voilà les résultats. Donc j'ai mis toutes les courbes sur mon GitHub que j'ai fait tout à l'heure. Donc il y a toutes les courbes. Alors, comme pour la dernière fois, bien sûr, les résultats ne sont pas extraordinaires parce que, pour les mêmes raisons que les tests que j'avais fait sur le réseau GoogleNet, le dataset sur ce concours est bien plus grand. Je crois qu'il y a à peu près 450 000 photos. Donc là, on a beaucoup moins de photos. Donc forcément, on ne peut pas avoir des résultats qui soient aussi bons. Le réseau est aussi beaucoup plus adapté aux problèmes du concours. Donc là aussi, il faudrait faire différentes adaptations.
D'ailleurs, on verra comment trouver les bonnes architectures avec des algorithmes génétiques. Il y a des choses vraiment intéressantes à voir là-dessus. Je ferai des vidéos là-dessus. Mais là, donc, on va regarder ces résultats. Ils ne sont pas très très bons, mais pas si mauvais que ça sur cette base STL10, sachant que j'ai fait aucune adaptation. Parce qu'il faut dire aussi qu'il faut plus de 6 heures, il faut entre 6 et 7 heures pour chacun des tests. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le bloc 1, donc ça avec une couche, avec les réductions qui sont faites avec les couches de convolution. Donc on obtient ça, c'est pas très très bon, on est à peu près à un peu plus de 55% de taux de réussite, donc c'est pas très bon. La version MaxPool est... non, pardon, pas la version MaxPool. Ça, c'est le deuxième... La première donc variante. Le deuxième bloc qui est ici. Donc là, on a un résultat qui est très mauvais. Donc je passe. Sur le bloc 3, là aussi, on a un résultat qui est pas très bon. Alors, ce qui est étrange, alors que dans pas mal d'articles... Mais encore une fois, le réseau est bien adapté au concours, mais dans les articles on parle beaucoup, on parle pas de MaxPool, on est plutôt sur de la réduction avec des couches de convolution. Moi là j'ai des résultats meilleurs avec la couche MaxPool. Donc là on est à peu près à 61-62% de taux de réussite. Sur le bloc de M c'est pas bon du tout. Par contre là on est entre 67 et 68% de taux de réussite. Donc c'est pas trop mal, c'est un résultat qui est bien meilleur qu'avec le réseau GoogleNet sur le même nombre de cycles d'apprentissage. La dernière fois j'avais entre 63 et 64 de mémoire, là je suis entre 67 et 68. Donc c'est ce bloc, cette version, en version MaxPool, avec les noyaux et nombre de cartes de caractéristiques qui sont indiqués dans ce tableau. Donc c'est un résultat, sachant que j'ai pas fait d'adaptation, qui est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo va vous aider dans votre progression dans les réseaux de neurones, dans l'apprentissage des réseaux de neurones et de TensorFlow. N'hésitez pas à faire des commentaires, bien sûr, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je mets à disposition le code, bien sûr, sur mon GitHub. Et en espérant vous revoir bientôt sur ma chaîne, je vous dis à bientôt.